Chromosome B. Savoir. Idée. Réflexion. Le podcast des éditions Henrik B. Agitateur de neurones. Chromosome B. Crise des vocations, nouvelle agression d'un enseignant, classe bondée, échec scolaire. Ces expressions tirées des médias présentent l'éducation comme un secteur en plein naufrage. Environ 12 millions d'élèves fréquentent les écoles, les collèges et les lycées chaque année, pour 859 000 enseignants au sein de l'éducation nationale. Et chaque année, c'est le même refrain. Y aura-t-il suffisamment de profs ? Pourtant, l'enseignement est le plus beau métier du monde si l'on en croit le dicton. Si la sagesse populaire a vu juste, elle oublie cependant les ados auxquels est confronté l'enseignant jour après jour et les relations avec une administration qui semble parfois avoir abandonné tout sens logique. Et ça vous étonne qu'on ne trouve plus de profs, demande Sylvain Bersinger avec son dernier ouvrage. Enseignant d'économie en lycée pendant quelques années, avant de migrer vers d'autres horizons, il nous livre son diagnostic et quelques idées de réforme basées sur sa propre expérience. Un témoignage bourré d'humour, mais néanmoins critique et sans langue de bois, pour nous faire collectivement réfléchir aux leviers pour que le plus beau métier du monde le soit réellement. Je dis la vérité. Chromosome B. La vérité. 2023. Toi, mon survivant. Sylvain Bersinger, vous avez donc commencé votre carrière en enseignant l'économie et la gestion au lycée, une fonction que vous avez quittée au bout de 3 ans. Vous êtes aujourd'hui économiste au sein du cabinet ACRS. Vous êtes par ailleurs l'auteur d'une série de livres sur les entrepreneurs de légende qui nous a donné l'occasion d'un précédent entretien dans la série Chromosome B. Et vous avez d'ailleurs remporté le prix Turgot du Jeune Talent 2021 pour le livre Les entrepreneurs de légende français. C'est un autre sujet qui vous tient donc à cœur, qui nous réunit à nouveau, avec votre dernier ouvrage aux éditions Henrik B, intitulé « Et ça vous étonne qu'on ne trouve plus de profs » avec en sous-titre « Pourquoi j'ai embrassé puis quitté la profession ». Sylvain Bersinger, bonjour. Bonjour. Il s'agit d'une reproposition d'un texte que vous avez déjà précédemment publié. Je voudrais vous demander un peu qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cet ouvrage. Vous publiez en 2019, toujours aux éditions Henrik B. Monsieur, on peut fermer la fenêtre. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous reproposiez cet ouvrage, ce texte ? Oui, alors c'est vrai que ce livre, et ça vous étonne qu'on ne trouve plus de profs, c'est, on pourrait dire, la deuxième édition, un petit peu, du précédent livre. Donc, l'idée, en fait, c'est de partager mon expérience dans l'enseignement et d'en tirer quelques conclusions, quelques peut-être propositions de réforme un peu plus larges. Et en fait, avec mon éditeur, on s'était rendu compte que le premier livre avait peut-être été mal positionné. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment le côté partager mon expérience, mais le côté plus rebondir sur l'actualité, les problèmes plus globaux de l'enseignement était peut-être moins présent en fait. C'était un livre. Le nouveau livre est toujours très personnel, mais voilà, il était peut-être trop personnel et pas assez impliqué, imbriqué dans les débats sur l'éducation, donc, notamment le recrutement dont on parle beaucoup, mais il n'y a pas que ça. Et donc en fait, on s'est dit on va le repositionner. Donc on a surtout changé en fait le début et la fin pour à la fois mieux présenter l'objet du livre et à la fin plus l'ouvrir sur des propositions, des conclusions plus générales. Et il y avait aussi un autre aspect qui est qu'entre-temps j'avais fait quelques autres cours, notamment en université, c'était pas en lycée, mais du coup ça me permettait d'étoffer, d'apporter quelques éléments en plus, d'élargir un petit peu l'expérience. Alors en effet, pour ceux qui connaissent un peu vos autres ouvrages, notamment la série des entrepreneurs de légende, on est loin de ce ton-là. C'est définitivement un livre, mais un ton plus personnel, très détendu. On y croise l'expression, vous parlez de cruche, de tête à claque, de chieuse. Donc il y a beaucoup d'humour, on rit souvent en lisant ce texte. Et évidemment, c'est un récit autobiographique. Alors pourquoi cette volonté
volonté de non-formalisme, c'est-à-dire un ton presque parlé dans votre manière de raconter. Oui, c'est vrai que c'est pas un livre qui ressemble au livre, on va dire, académique, assez standard sur l'éducation. C'est un livre assez personnel, et en fait, je trouve que ce ton un petit peu décontracté, déjà, il est très plaisant à écrire, parce qu'on écrit déjà en partie pour soi, tout autant que pour le lecteur, et je trouve qu'il permet un petit peu aussi de dédramatiser les choses, c'est-à-dire que souvent, quand on parle d'éducation, ça va être des grandes phrases catastrophiques sur le niveau qui baisse, sur les profs qui démissionnent tous, etc. Et je trouvais que avoir un ton un peu léger, un peu informel, où on crée un petit peu de la relation avec le lecteur, ça permet aussi un petit peu de... Pas d'enlever du sérieux au sujet, parce que le sérieux, il y est derrière les traits d'humour dont vous avez pu parler, les expressions familières, c'est un sujet très sérieux, et j'insiste là-dessus, mais d'apporter une touche de légèreté dans un débat qui est souvent très passionnel et très crispé. Je trouvais que c'était aussi important. La forme, à mon avis, dans un texte est souvent aussi importante que le fond. On a l'impression aussi, Sylvain Bersinger, que vous vous adressez à des jeunes adultes qui vont entrer dans cette profession-là. Donc, des jeunes adultes entre eux parlent comme ça, avec ce ton-là. Et c'est la première chose qui m'a frappé en lisant le livre, c'est vous avez trouvé vos postes à Pôle emploi. Alors, on pourrait imaginer que il y a des filières, il y a un encadrement très structuré pour recruter des profs, et on se rend compte que pas du tout, en fait. C'est la première chose. Oui, alors moi c'est vrai que j'ai passé donc en tout à peu près 3 ans, on va simplifier parce que j'ai fait des remplacements, donc c'est un parcours un peu haché, 3 ans en lycée. J'ai pas passé les concours, j'ai pas fait la voie traditionnelle de l'enseignement qui est de passer le CAPES, voire l'agrégation. J'y ai pensé, ça m'a traversé l'esprit un temps, mais après, comme je l'explique dans le livre, vu que je voulais faire autre chose, je l'ai pas fait. Mais c'est vrai que du coup, il y a dans l'enseignement donc la plupart des profs qui sont des profs de carrière, qui ont passé les concours, mais il y a toute une part de contractuels qui se recrutent, notamment sur Pôle emploi, oui, comme n'importe quel poste. Et ça peut être des postes à l'année, hein, c'est pas forcément des remplacements de 3 semaines. J'ai fait un poste sur une année scolaire complète que j'ai trouvé sur Pôle emploi, et ça rejoint le thème du livre qui est la pénurie d'enseignants. Pourquoi est-ce que en fait tant de jeunes ou de moins jeunes d'ailleurs soit ne veulent plus faire prof, soit partent faire autre chose. Moi je l'ignorais avant de commencer à enseigner, de trouver mes postes sur Pôle emploi. Je pensais que tous les profs, ou 99% des profs, étaient des gens qui avaient passé les concours, qui étaient des profs de métier. Et en fait, il y a pas mal, et je crois même encore plus, je crois même de plus en plus, je crois que c'est une tendance qui, alors peut-être malheureusement, est à la hausse, de plus en plus de profs qui sont recrutés comme ça sur Pôle emploi ou en fait sur d'autres sites d'annonces, comme le ferait n'importe quelle entreprise privée en fait. Alors, on parle beaucoup de crise de vocation, comme si l'idée de devenir prof était d'abord à la source, il y avait une vocation. Or, vous décrivez beaucoup une profession faite avant tout de code et de posture. Et je me réfère par exemple au chapitre qui s'appelle « V'là l'inspecteur ». Plusieurs choses. Hein. Déjà, les difficultés de recrutement, elles sont très présentes dans l'éducation. Elles ne sont pas présentes que dans l'éducation. Il y a beaucoup de secteurs qui sont concernés, donc ça permet de remettre un petit peu les choses, de dédramatiser peut-être un petit peu le sujet. C'est vrai que il y a, comme dans tous les métiers, il y a un peu des coutumes, des codes sociaux, des habitudes, et qui peuvent être un peu pesantes, voire agaçantes. Moi, je suis assez critique de la manière dont les profs sont recrutés et formés ou non formés plutôt et évalués. Par exemple, sur les concours, je trouve que c'est des concours qui sont... alors, je les ai pas passés, hein, mais je sais à peu près dans les grandes lignes ce qu'on y demande, qui sont en fait très scolaires. Ce qu'on va demander à un prof quand il débarque devant une classe d'adolescents qui ne s'intéressent pas du tout au sujet, c'est pas tant des grandes connaissances théoriques qu'un savoir-faire humain avec des classes de jeunes, et ça... les profs sont pas du tout recrutés sur ce critère-là et pratiquement pas formés dessus non plus. Et oui, pareil, vous avez parlé des inspections, donc de l'évaluation, qui à mon avis est assez grotesque, puisque l'inspecteur vient une fois tous les X années, prévient un mois avant qu'il arrive dans telle classe, passe 1 heure au fond de la classe, et évidemment, vu qu'il y a l'inspecteur dans la classe, évidemment ça change tout. Donc
c'est des inspections qui, à mon avis, n'ont pas beaucoup de sens. Et je pense que c'est un vrai problème de l'enseignement, c'est que la manière dont sont construites les carrières ne sont pas forcément très pertinentes ou très rationnelles ou très logiques. Et je crois que ça crée pas mal de frustration et ça explique pour une partie la désaffection du métier. Chromosome B. Sylvain Bersinger, vous dites qu'on devient un bon prof, que c'est difficile d'évaluer, même au niveau personnel, si on est un bon prof au début de la pratique de l'enseignement. Vous dites que c'est quelque chose qui s'apprend en fait. Oui, je pense que l'enseignement, c'est très difficile d'évaluer un enseignant et c'est très difficile de se juger soi-même. C'est un courant qui passe entre des êtres humains ou qui ne passe pas, un peu comme un acteur par exemple. Et donc c'est très difficile de dire à quelqu'un, bah voilà, pour être un bon prof, faut que tu dises ça, faut que tu fasses ça, faut que tu sois plus incisif là, plus dur sur la discipline ici, parce qu'en fait c'est très personnel. Et donc c'est difficile d'évaluer un prof, c'est difficile de se juger soi-même en tant que prof. Le plus important, c'est ce courant invisible qui passe ou pas entre le prof et les élèves. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très personnel, qu'on a en soi ou qu'on n'a pas. Donc c'est vrai que c'est pas facile de former et d'évaluer des profs. Je jette pas la pierre à l'éducation nationale qui a des difficultés à le faire. Je critique le fait qu'à mon avis, elle ne fait pas grand-chose pour essayer de s'améliorer à ce niveau-là. Alors justement, c'est quoi selon vous et avec le recul le vrai métier du prof et qui plus est, qu'est-ce que c'est d'être un bon prof? Vous dites il y a des moments rares lors desquels les élèves progressent à pas de géant et qui confèrent au métier tout son intérêt. Vous en parlez tout au long du livre, notamment il y a un chapitre faut-il être blond pour être prof où vous expliquez, vous donnez votre avis sur comment on devient un bon prof. Je crois que c'est très difficile d'être un bon prof. Moi j'ai beaucoup d'estime pour mes collègues qui à mon avis étaient vraiment des très bons profs, parce qu'il faut allier une très bonne connaissance de son sujet, ça va de soi. Il faut allier un sens évidemment de la pédagogie et un sens de la discipline, parce que il faut bien voir que dans la plupart des cas, alors ça dépend des classes, mais très souvent le prof se retrouve face à une classe d'adolescents, de lycéens, dans mon cas des lycéens, ça peut être des collégiens, je crois que c'est encore plus dur au collège d'ailleurs, qui sont bavards, qui sont indisciplinés, qui veulent tester l'autorité du prof, etc. Et donc il faut aussi avoir un côté disciplinaire, un côté autoritaire. Il ne s'agit pas d'être bon dans sa matière et d'être pédago, parce que si vous avez que ça, vous vous faites bouffer par la classe et vous n'apprenez rien à la classe. Et donc il faut allier une sorte d'autoritarisme bienveillant, je ne sais pas comment le dire, et ça c'est très compliqué. Et c'est quelque chose qui est difficile à apprendre dans une classe, quoi. On ne peut pas vous mettre dans un amphi et dire je vais vous faire un cours sur la pédagogie, comment tenir une classe, etc. Donc je crois que c'est aussi ça peut être par la pratique, ça peut être en travaillant sur soi, en faisant des cours de théâtre, de diction, en faisant des activités, je sais pas, à côté bénévoles, encadrant une équipe de foot ou je ne sais quoi. Et je crois aussi qu'il y a des gens qui l'ont en eux et d'autres moins. C'est comme par exemple un acteur ou un artiste. Il y a des gens qui sont faits pour être sur scène et pour être acteurs et d'autres pas. Et je crois que si on n'a pas ça dans le sang, c'est aussi difficile de l'acquérir. Vous parlez quand même d'un point de départ qui serait le manque de connexion des élèves avec la raison pour laquelle ils sont là. Et là, ça devient pas un problème de vocation ou d'une personne d'être bon ou mauvais prof, mais c'est vraiment d'une prise de conscience collective au niveau sociétal qui semble manquer. Vous parlez du désinvestissement des élèves. Est-ce que c'est un problème structurel? Vous dites j'en sais bougrement rien, mais vous devez quand même avoir une idée. Oui, alors c'est vrai qu'il y a toujours l'enseignant se trouve bien souvent que les élèves sont pas assez impliqués, ne s'intéressent pas assez à la matière, et je crois que c'est vrai de à peu près toutes les disciplines. Et c'est vrai que c'est une grosse difficulté qu'on retrouve quand même moins dans l'enseignement supérieur, mais quand on a des classes
d'élèves de 15 ans qui sont là parce que voilà, l'école est obligatoire, les parents leur ont dit tu vas à l'école, et qui en fait auraient envie d'être ailleurs, auraient envie de faire autre chose, qui ne perçoivent peut-être pas l'intérêt de ce qu'ils font. C'est vrai que c'est d'autant plus difficile. Alors, est-ce que cette difficulté-là va croissante, comme on l'entend parfois? Ça, c'est vrai que je sais pas. J'ai l'impression qu'on a un peu toujours entendu ça. Je sais pas si c'est quelque chose de nouveau ou qui s'est renforcé. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui complique encore plus le métier du prof. Parce qu'en fait, enseigner à quelqu'un qui a envie d'apprendre, c'est relativement facile. Enseigner à quelqu'un qui n'a à la base pas envie d'apprendre, c'est extrêmement difficile. Et c'est vrai qu'il peut y avoir un sujet pour un certain nombre d'élèves qui est, à mon avis, d'erreurs d'orientation, alors qui peuvent être de la faute parfois des élèves, qui, à mon avis, des fois font des choix, revendiquent des choix qui, à mon avis, ne sont pas les bons, qui peut être la faute des parents, qui vont essayer de pousser, par exemple, leurs enfants dans une filière, alors j'allais dire générale, maintenant le bac a été réformé, mais disons sur des filières qu'ils considèrent comme plus prestigieuses, mais qui ne sont pas adaptées à leurs enfants. Ça peut être aussi parfois des erreurs de la structure scolaire qui va mettre les élèves plutôt dans telle ou telle case. Et les erreurs d'orientation qui sont pas faciles à anticiper au préalable font beaucoup de dégâts, parce que quand un élève n'est pas dans la filière, dans la classe dans laquelle il devrait être, eh ben, il est mal à l'aise, il est plus prompt à bavarder, à se dissiper, à contester l'autorité, et ça complexifie la tâche du prof, et ça freine toute la classe, en fait. Sylvain Bersinger, vous dites la pédagogie telle qu'on la conçoit généralement se déroule en 2 temps. Petit 1, on impose le silence et l'attention par la peur, vous dites que c'est quand même un problème. Et petit 2, il arrive que les élèves prennent goût à la connaissance. Vous parlez des formations, vous mettez ce mot entre guillemets, et vous dites qu'elles vous ont fait l'effet d'une gigantesque farce, des cours navrants de banalité. Est-ce que vous pouvez revenir sur cet aspect de la formation des profs ? Oui, je crois que c'est un sujet très important. Donc moi, j'ai pas passé les concours, mais j'ai eu quand même des formations, on va dire, continues. Parfois des demi-journées, parfois sur plusieurs jours. Et je dois dire que j'en ai rien retiré. Je pense que mes autres camarades, on va dire, autres profs qui suivaient ces formations non plus. Le seul avantage peut-être qu'on peut en avoir, c'est qu'on croise d'autres profs qui sont dans la même situation, avec qui on peut discuter. Je crois que c'est pas facile de former des profs, parce que comme je le disais, à mon avis, le fond de la question, c'est d'arriver à ce qu'une personne crée de la connexion avec d'autres personnes. Et ça peut pas s'expliquer, ça peut pas s'apprendre comme on apprend à résoudre un problème de maths, par exemple, ou on apprend la grammaire. C'est quelque chose de plus profond. Donc je pense qu'en fait, il y a deux solutions. Soit on se dit que c'est très difficile de former des profs, et on accepte du coup de ne pas les former et d'économiser l'argent et le temps de ces formations qui, dans leur format actuel, à mon avis, ne servent pas à grand-chose. Soit on investit vraiment du temps et des moyens à réfléchir à des méthodes de formation qui tiennent la route et qui font vraiment progresser les profs, auquel cas ça vaut la peine. Mais je trouve qu'en fait, on est dans une situation un petit peu hypocrite, où on saupoudre quelques formations mal construites, juste pour dire, vous voyez, on fait de la formation des profs, et on se préoccupe de leur progression, etc. Parce que les formations qu'on a eues, très clairement, c'était un prof qui vous explique alors il faut suivre votre progression pédagogique, grand 1, grand 2, pour que les élèves comprennent. Ok, très bien, mais on y avait tous pensé avant, quoi. C'est un problème plus large, peut-être une forme d'hypocrisie dans l'enseignement, où tout le monde sait très bien qu'il y a tout un tas de dysfonctionnements, mais on fait semblant de ne pas les voir, on n'en parle jamais à la télé, les syndicats ni le ministère n'en parlent jamais, et on fait quelques bricoles et on glisse le sujet sous le tapis, et c'est un peu comme les inspections. Et voilà, je ne critique pas la difficulté à former des profs, parce que je sais que c'est très difficile, mais après il faut clairement assumer une stratégie cohérente, et pas juste faire semblant de faire des formations qui n'en sont pas. Chromosome B. Hey, teach living kids alone.
Sylvain Bersinger, vous racontez, vous êtes critique, mais au fur et à mesure qu'on avance dans le texte, vous avez des propositions quand même, vous posez des questions. Vous dites que le monde de l'enseignement souffre de son repli sur lui-même. Prenez d'ailleurs l'enseignement agricole comme une espèce de référence, ou d'essayer de regarder un peu les systèmes éducatifs, les systèmes de l'école à l'étranger. Oui, c'est vrai que le monde de l'éducation, c'est un monde qui reste fermé sur lui-même. La plupart des profs passent leur concours à 23, 24, 25 ans, seront profs dans un établissement, généralement un établissement public jusqu'à la retraite. Et il y a très peu d'interaction avec le monde professionnel. Quand je dis le monde professionnel, c'est l'entreprise privée, mais pas que, ça peut être d'autres types d'administration. Et il y a très peu d'interaction avec ce qui se passe dans d'autres pays. On dit toujours le modèle finlandais, le modèle de Singapour, etc. L'écrasante majorité des profs ne sont jamais allés dans ces pays, n'ont jamais échangé avec des profs de ces pays-là. Et je dirais, ce qui est un petit peu regrettable, c'est qu'il n'y a pas d'incitation, en fait, pour un prof ou pour le système éducatif d'aller voir ailleurs, que ce soit d'aller voir dans l'entreprise privée ou d'aller voir d'autres systèmes éducatifs d'autres pays. Et je trouve que c'est un système un petit peu figé, parce qu'en fait, vu qu'il y a peu d'interaction avec le reste de la société ou le reste du monde, il n'y a pas vraiment de nouvelles idées qui arrivent. Et les problèmes dont on parle dans l'éducation aujourd'hui, j'ai bien peur que... je crois que c'était à peu près les mêmes il y a 20 ans, et j'ai bien peur que ce soit encore les mêmes dans 20 ans, puisque si on ne va pas aussi chercher des idées ailleurs, d'autres profils, d'autres façons de faire, on peut difficilement trouver des solutions. Alors, Sylvain Bersinger, vous êtes économiste et vous posez aussi un regard d'économiste sur le problème, notamment vers la fin du livre où vous observez les histoires de budget. On parle souvent de budget. Alors, est-ce que les profs devraient être mieux payés, ou comment on devrait envisager les budgets d'une manière différente et plus positive ? Alors, c'est sûr que si on augmentait massivement tous les salaires, l'attractivité du métier serait renforcée. Après, il faut bien voir aussi qu'il y a une question plus large qui est de finances publiques, de dette publique, et que l'argent public est aussi une ressource rare. À mon avis, c'est pas tellement le budget total qu'il faut augmenter. Alors si on peut l'augmenter, tant mieux, mais encore une fois, il y a une question de rareté de la ressource publique. Je dirais pas que les profs sont pas assez payés, je dirais que certains profs sont pas assez payés. Autant je trouve qu'il y a des jeunes profs en début de carrière, donc sur des grilles de salaire assez faibles, qu'on envoie dans les lycées ou les établissements que personne ne veut, et qui eux effectivement sont pas assez payés, qui devraient être plus payés. Autant je trouve qu'il y a un certain nombre de vieux profs, parfois agrégés, qui, il faut bien le dire pour certains, attendent gentiment la retraite en faisant pas grand-chose, donc qui eux ont progressé sur les grilles de salaire, et qui eux, à mon avis, ne doivent pas être augmentés. Donc en fait, il faudrait plutôt, je pense, répartir plus sainement l'enveloppe totale dédiée à la rémunération des profs, plutôt que de mettre forcément beaucoup plus d'argent. La France est plutôt un pays qui consacre beaucoup de moyens à l'éducation, en tout cas l'éducation secondaire. Et voilà, je pense qu'en fait, c'est pas le salaire des profs. La question, c'est le salaire de tel ou tel prof. Et voilà, je pense que ces rémunérations à l'ancienneté, sans aucun autre critère, ne sont pas du tout incitatives pour les jeunes profs. Et vu qu'on ne sait pas vraiment estimer l'efficacité et la compétence des profs, moi je serais favorable à des rémunérations beaucoup plus plates, où en gros on donne à peu près la même chose à tout le monde. Toute personne qui passe X heures devant les classes a le même salaire. Donc soit on trouve un moyen d'objectiver le fait que les profs qui ont 30 ans de bouteille font plus progresser leur classe que les profs qui ont 3 ans d'ancienneté, soit on donne le même salaire à tout le monde. Et je trouve que les grilles de rémunération ne sont pas cohérentes et ne renforcent pas l'attractivité du métier pour les jeunes. Une autre proposition que vous évoquez, c'est la promotion de carrières d'enseignants. Non pas flexible, vous dites que le mot est tabou, mais mobile. De quoi il s'agit ? Oui, je pense qu'il y a... Enfin, moi, je l'ai ressenti, et quand j'en discute avec pas mal de gens, qu'ils soient enseignants ou non, j'ai vraiment ce sentiment que beaucoup de gens n'ont pas envie de faire 30 ou 40 ans le même métier. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui seraient intéressés par être prof,
mais par exemple qui ont été, alors moi je parle de l'enseignement de l'économie et des économistes parce que c'est mon métier, mais je pense que ça se retrouverait dans toutes les disciplines. Mettons des personnes qui ont été 10 ou 20 ans économistes et qui se disent, ben voilà, j'ai 40, 50 ans et ça m'intéresserait d'être enseignant pendant une dizaine d'années. Le problème, c'est que ces gens-là, s'ils veulent venir à l'enseignement, il faudra qu'ils viennent avec les salaires d'un débutant et voilà, sur des postes un peu de vacataires qui sont pas très bien payés, alors qu'ils ont voilà, toute une expérience qu'ils peuvent faire valoir. Donc ils n'ont pas l'expérience effectivement de l'enseignement, mais ils ont l'expérience du terrain et ils ont quelque chose à apporter aux élèves. Donc moi je pense qu'il faut, si on veut trouver des profs, on peut aussi trouver des sortes de manières de recruter en cours de carrière. Alors ce ne serait pas exactement le CAPES, ce serait d'autres types de concours ou de validation allégés. C'est-à-dire que quelqu'un qui a été 20 ans économiste, on part du principe qu'il connaît le sujet en économie. Ou pareil, la personne qui a été 20 ans ingénieur, on part du principe qu'il connaît le sujet de l'ingénierie. Donc on ne l'évaluerait pas, ou en tout cas on ne lui demanderait pas de longs concours sur ces sujets-là, mais peut-être une évaluation sur sa capacité à gérer une classe, à parler en public, ce genre de choses. Donc une sorte d'intégration facilitée et avec des grilles de salaire, puisque l'ancienneté est si importante dans l'éducation, avec des grilles de salaire qui prendraient en compte le fait qu'avoir 10 ou 20 ans d'expérience ailleurs que dans l'enseignement, c'est aussi une expérience qui vaut quelque chose. Et inversement, je pense qu'il faudrait aussi faciliter pour les profs la capacité à passer, mettons, 10 ans à faire autre chose. Alors c'est possible, il peut y avoir des passerelles, mais c'est pas du tout facilité. C'est aussi en offrant la possibilité aux gens de partir qu'on peut en attirer. Parce que si vous dites des jeunes, bah, vous venez de l'éducation, mais de toute façon, ce sera 30 ou 40 ans à faire que ça et point final, vous n'êtes pas forcément attractif. Si vous dites à des jeunes, venez, et si dans 10 ans vous avez un projet, vous avez la possibilité d'aller le porter, et bien aussi vous allez attirer plus de gens et des gens plus motivés. Donc voilà, je ne pense pas qu'on puisse dire flexibilité, parce que le terme a un peu une connotation libérale, négative, mais donner aux gens la possibilité d'avoir plusieurs vies professionnelles dans leur carrière, je pense que ça renforcerait l'attractivité du métier. Vous faites des références vers la fin du bouquin à des modèles d'entreprise carrément. Vous citez des très grandes entreprises. Et je me suis demandé si en fait vous n'étiez pas en train d'évoquer l'idée d'insuffler plus, comme dans les grandes entreprises, une culture d'entreprise dans l'enseignement. Je me trompe ou il y a cette évocation-là ? Alors une culture d'entreprise, je ne sais pas si c'est le mot, mais c'est vrai qu'il y a un peu dans l'enseignement une culture de l'enseignement. On a un peu la caricature du prof, il y a même une BD assez drôle sur les profs et sur tous les clichés. Il y a une culture assez forte et assez figée. C'est un peu un paquebot, un mammouth. Je ne sais plus quel ministre avait dit le mammouth. Je crois qu'il s'était pas fait très bien voir en disant ça, mais il y a un peu ça. Voilà, je pense qu'essayer de faire un peu évoluer les mentalités aussi en interne pourrait aider, parce que dans le fond, c'est les profs qui font le succès ou l'échec d'un système éducatif. Il faut vraiment, c'est eux qui sont la clé en fait. Si vous avez des gens compétents et motivés à mettre devant les classes, ça fonctionne. Si vous avez des gens qui viennent en râlant et en traînant les pieds, vous mettez les budgets que vous voulez, ça ne marchera pas. Donc, et oui, je pense qu'il y a beaucoup de bonnes idées à glaner dans l'entreprise privée. Et après, je ne suis pas partisan d'une privatisation du système éducatif. Mais oui, disons que le secteur privé dans le public est souvent vu comme presque un adversaire. Et je pense que cette posture n'est pas la bonne. Il y a de bonnes idées à glaner dans le secteur privé qui pourraient aider le public. Mais il y a aussi sûrement des bonnes idées dans le public desquelles le privé pourrait s'inspirer. Je pense que ça va dans les deux sens. Pourquoi j'ai embrassé puis quitté la profession, c'est le récit que vous faites, le récit biographique que vous faites de vos années d'enseignant dans ce livre que vous publiez aux éditions Hendrik B, Sylvain Bersinger, et ça vous étonne qu'on ne trouve plus de profs. Je suis obligé de vous demander, parce que j'ai envie de savoir, quelle suite il va y avoir aussi à la collection des entrepreneurs de légende. Est-ce que vous êtes en train de préparer, puisque c'est une série multiple, des nouvelles publications ? Oui, alors il y en aura d'autres. Il y en a une qui est prévue pour l'automne ou la fin d'année, à nouveau sur les entrepreneurs de légende français, donc le tome 2. On avait fait un premier tome et là on va en faire un nouveau tome. Et on va continuer sur les entrepreneurs de légende aussi. Il y en a. En fait, on se dit toujours on a fait les principaux, ça y est, et puis en fait on en trouve toujours d'autres. Et donc
Donc c'est une série, il y a déjà 7 livres en tout qui ont été publiés, et je pense qu'il y a encore suffisamment d'entrepreneurs en France et dans le monde pour qu'on continue à raconter ces parcours pendant encore au moins 5 ou 6 livres. Bien. Sylvain Bersinger, vous savez que j'embête toujours les auteurs avec une maxime, une devise pour terminer l'entretien. Vous avez pensé à quelque chose pour aujourd'hui ? Oui, j'ai pensé à une citation dont je parle dans le livre, je crois, qui est une citation de Jean Jaurès, sur l'enseignement, bien sûr, puisque c'est notre sujet, qui dit un professeur n'enseigne pas ce qu'il sait, il enseigne ce qu'il est. Et je crois que c'est très vrai. Je crois qu'en peu de mots, on dit beaucoup de vérité sur l'enseignement. Et je crois vraiment que ce qui est très important dans l'enseignement, c'est la personnalité, la motivation, le caractère du prof, beaucoup plus que les savoirs encyclopédiques qu'il aurait pu accumuler, parce qu'on peut avoir beaucoup de connaissances et ne pas être à même de les restituer de manière pédagogique. Et voilà, je crois que ces quelques mots de Jaurès résument assez bien tout l'intérêt et toute la difficulté du métier de l'enseignement. Sylvain Bersinger, merci. Merci à vous. Chromosome B. Le podcast des éditions Hendrik B. Agitateur de neurones. Chromosome B. Retrouvez les ouvrages des éditions Hendrik B dans toutes les bonnes librairies et sur hendrikb-édition.com.